Il était la personnification de la barbarie aryenne. Si Hitler était le juge, le SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich était le bourreau. Fervent nazi, il joue également un rôle majeur dans l'organisation de la Shoah. Fin 1941, l'opération anthropoïde visant à assassiner le boucher de Prague est montée. Il est temps de se débarrasser du vice-gouverneur de Bohême-Moravie. Laissez-moi vous raconter l'assassinat de Reinhard Heydrich. Au printemps 1939, l'armée allemande marchait sur la vieille ville de Prague. Hitler avait déjà conquis l'État voisin et souhaitait désormais exploiter le territoire vaincu et l'industrie tchèque au profit de la machine de guerre allemande. 6 mois avant qu'il ne plonge l'Europe dans le chaos, le Führer divisa l'ancienne Tchécoslovaquie en 2 protectorats du Reich, la Bohême-Moravie et la République slovaque. Hitler confia la gouvernance de la Bohême-Moravie au baron Constantin von Neurath qu'on jugea rapidement inefficace. Un tiers des armes et munitions allemandes étaient produites dans les usines tchèques, mais cela ne satisfaisait pas les attentes du Führer. La population restait défiante et parfois même ouvertement méprisante à l'égard de l'oppresseur nazi. Reinhard Heydrich naquit le 7 mars 1904 dans la ville allemande de Halle, d'un père musicien et d'une mère chanteuse d'opéra. Il fut élevé selon les préceptes de l'Église catholique au sein d'une famille fortunée et cultivée, ce qui lui permit d'étudier dans les meilleures écoles et de développer de remarquables qualités de pilote, d'escrimeur et de violoniste. Sous le gouvernement d'après-guerre de la République de Weimar, et alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme, Heydrich s'engagea auprès du mouvement de droite des corps francs et suivit rapidement les idéaux antisémites. Son souhait était de faire carrière dans la marine allemande, mais on l'accusa d'entretenir une liaison avec la fille d'un responsable d'un chantier naval alors qu'il était lui-même fiancé à Lina von Osten. Ce scandale lui coûta son grade et il fut forcé de donner sa démission pour cause de conduite indigne d'un officier et d'un gentleman. Heydrich n'eut besoin que de quelques mois pour se trouver un nouvel objectif, et ce grâce à son nouvel enrôlement dans le parti nazi et dans la SS, au sein desquels son ascension fut fulgurante. C'est ce jeune et bel officier, incarnation même de l'idéal arien, qui devint l'architecte puis dirigeant du service de sécurité SS, le SD. Il était alors l'adjoint de Heinrich Himmler, le maître de la SS. Nouvellement promu adjoint du gouverneur du protectorat de Bohême-Moravie, Heydrich se rendit à Prague pour prendre ses fonctions en septembre 1941. Il portait encore sur ses mains les traces du sang versé lors de la nuit des longs couteaux de 1934, durant laquelle la SA allemande fut purgée. Heydrich contribua à mettre fin aux carrières des maréchaux von Blomberg et Werner von Fritsch en menant efficacement des campagnes de diffamation et en nourrissant des scandales. Il travailla sans relâche pour que l'Autriche et la Tchécoslovaquie soient annexées au Troisième Reich, et orchestra même l'incident de Gleiwitz en Pologne qui allait déclencher la Seconde Guerre mondiale. Heydrich était impitoyable, cruel et totalement dénué de conscience. Il comprenait quel rôle il avait à jouer et ne recula devant rien pour dompter le peuple tchèque. Ce furent près de 5000 personnes, des leaders de la résistance ou des membres de l'élite intellectuelle tchèque, qui furent raflés ou sommairement exécutés. Il avait bien mérité son nouveau surnom, le boucher de Prague. Pendant que les journaux tchèques publiaient des articles sur la brutalité de la répression nazie, Heydrich mit en place la politique du fouet et du sucre. Les ouvriers recevaient ainsi d'abondantes quantités de nourriture, des rations supplémentaires étaient même distribuées à ceux qui parvenaient à atteindre les objectifs de production, mais la menace d'une sanction planait néanmoins en permanence. Ainsi la production tchèque s'envola et le gouvernement tchèque, alors sous l'égide d'une marionnette allemande, le président Emil Hácha, encouragea la complaisance croissante. Edvard Beneš, le président du gouvernement tchécoslovaque exilé à Londres, regardait ce phénomène avec un effroi grandissant. Il comprit que si les nazis et le peuple tchèque devaient collaborer encore plus étroitement, son pays serait alors assurément entraîné vers l'assimilation totale au Troisième Reich. Cette perspective lui était insupportable. Beneš en vint à la conclusion qu'il fallait frapper un grand coup. L'assassinat d'un haut gradé du régime nazi permettrait de montrer au peuple tchèque que la résistance perdurait. L'Allemagne s'en trouverait ébranlée et les Alliés pourraient témoigner de l'engagement tchèque. Si les perspectives de représailles sanglantes envers son peuple étaient réelles, Beneš considérait que le risque devait être pris et la cible toute désignée était Reinhard Heydrich. Beneš autorisa une opération répondant au nom de code, Opération Anthropoïde. Pour cette mission périlleuse,
2 soldats de l'armée tchèque libre devaient être recrutés en Grande-Bretagne. Le but de leur mission était simple, assassiner Heydrich. La direction des opérations spéciales anglaises se chargerait de leur entraînement, après quoi ils seraient parachutés dans les alentours de Prague. Ils devraient ensuite agir en toute autonomie. La sélection des soldats se fit discrètement. Josef Gabčík et Karel Svoboda, 2 courageux sergents de l'armée tchèque libre, se portèrent immédiatement volontaires. Les 2 hommes subirent un entraînement rigoureux au sein d'un centre de formation en Écosse, mais Svoboda se blessa gravement à la tête et dut être remplacé par Jan Kubis. Cet incident retarda le début de l'opération. Tout fut finalement prêt le 28 décembre 1941. À l'aérodrome de Tempsford, Gabčík et Kubis embarquèrent à bord d'un bombardier appartenant au 138e escadron de la Royal Air Force. 2 équipes de techniciens radio, qui devaient remplir des missions de liaison et de logistique, furent également parachutées cette nuit-là. Gabčík et Kubis étaient équipés d'armes pour des tirs à bout portant. On leur avait appris à manier le Sten 9 mm, un pistolet mitrailleur léger, relativement petit et produit à un prix modique. Les 2 hommes avaient également des grenades anti-chars modifiées dont le cylindre contenait 1,6 kg d'un explosif puissant. C'est avec le capitaine Ron Hockey aux commandes que le Halifax s'éleva dans la nuit, survola la France puis sa frontière avec l'Allemagne. Hockey dut cependant échapper à 2 chasseurs de nuit de la Luftwaffe alors qu'ils surplombaient Darmstadt. La météo se détériora rapidement à l'approche de l'espace aérien tchèque. Une neige épaisse recouvrait la campagne, masquant les repères prévus pour guider l'équipage vers la zone de largage près de Pilsen. Nous étions le 29 décembre et il était près de 2h30 du matin quand Gabčík et Kubis plongèrent dans le ciel noir. Les 2 soldats n'avaient pas encore touché le sol que le bombardier s'éloignait déjà pour lâcher les équipes radio un peu plus loin. Gabčík et Kubis atterrirent dans un champ près d'un petit village situé à 20 km de Prague, et donc très loin de la zone de largage prévue. Gabčík et Kubis rencontrèrent des difficultés dès l'instant où ils foulèrent le sol tchécoslovaque. Ils n'avaient pas été largués sur la bonne zone et Gabčík souffrait d'une blessure au pied gauche. Ils enfouirent leur parachute et s'abritèrent dans une cabane vide où ils entreposèrent les valises transportant le matériel nécessaire à leur mission. Gabčík s'appuya lourdement sur l'épaule de son compagnon quand ils traversèrent l'étendue neigeuse pour rejoindre une carrière abandonnée. Attiré par le bruit provoqué par le bombardier britannique, un meunier s'était approché. Il trouva les 2 hommes en train d'examiner leurs options autour d'un repas froid. Amical, le villageois proposa non seulement aux soldats de les mettre en lien avec la résistance locale, mais il leur offrit aussi un refuge. Gabčík et Kubis acceptèrent. 4 jours après avoir été parachutés dans le protectorat, les 2 soldats furent remis à des membres de la résistance et introduits clandestinement dans Prague. Ils reçurent également de nouveaux papiers. Il fallut 2 mois à Gabčík pour que son pied guérisse. Ils trouvèrent refuge plusieurs fois chez Marie Moravec et son fils. Cette maison comptait parmi les épicentres de l'activité résistante tchèque, et les 2 soldats se rapprochèrent naturellement de la famille. L'inquiétude de Beneš grandissait. Depuis leur départ en décembre, le gouvernement en exil n'avait reçu aucune nouvelle de la part des agents de l'opération Anthropoïde. L'une des équipes radio s'était dissoute la nuit même du largage, le matériel ayant été trop gravement endommagé par la chute. L'autre équipe était opérationnelle et reçut l'ordre de découvrir ce qu'il se passait. Josef Walczak, l'un des membres de l'équipe radio encore active, retrouva Gabčík et Kubis à Prague et en informa Londres. Il devenait cependant de plus en plus difficile d'assurer la sécurité des agents. 2 nouvelles équipes radio furent parachutées en mars 1942, mais leurs membres furent tués ou dispersés par la Gestapo. L'un des rescapés était le sergent Karel Kurda. Celui-ci jouera plus tard un rôle déterminant dans le dénouement de l'opération Anthropoïde. Gabčík rétabli, les 2 hommes commencèrent à récolter des renseignements sur le quotidien du Reich Protector. Ils enregistrèrent ces déplacements grâce aux agents de la résistance et à des contacts au sein même de la demeure de Heydrich. Ils observèrent la Mercedes cabriolet effectuant quotidiennement la liaison entre le château de Panensk et Brezani et le château de Prague où le drapeau SS flottait librement. Si le Reich Protector bénéficiait de gardes lourdement armés quand il se trouvait au château, il effectuait néanmoins son trajet matinal sans escorte.
Leur meilleure chance était donc d'attaquer la voiture. Un endroit leur sembla particulièrement approprié pour une attaque. Il se situait sur la rue Olesovitch-Cache, non loin du croisement avec la rue Zenklova et de l'arrêt de tram numéro 14. La route descendait jusqu'au pont surmontant une rivière et effectuait un virage à 120 degrés vers la droite, que le chauffeur d'Heydrich ne parvenait à négocier qu'en ralentissant et rétrogradant. C'est à cet instant que le Reich Protector serait le plus vulnérable. Le plan était précis. Gabčík et Kubis, déguisés en voyageurs attendant le tram, se placeraient sur le bord du trottoir. Walczak et Adolf Opalka occuperaient un point d'observation situé sur une colline à environ 100 mètres des lieux du crime et signaleraient l'approche de la voiture avec un miroir. Au moment opportun, Gabčík irait se placer sur la route et tirerait avec son Sten sur la voiture du plus près possible. Si besoin, Kubis devait lancer la grenade anti-char afin de finir le travail. Il était tôt le matin du 27 mai 1942 quand les agents montèrent dans le tram pour rejoindre le quartier pragois de Žižkov. Ils continuèrent ensuite à vélo et pédalèrent jusqu'à la zone de l'embuscade. Heydrich choisit ce jour précis pour s'attarder. Tandis que les soldats tchèques attendaient nerveusement, le Reich Protector jouait avec ses enfants et discutait avec sa femme enceinte. Heydrich monta sur le siège passager de sa grosse Mercedes à 10 heures et adressa un hochement de tête à son chauffeur, un sergent-chef de la SS. Heydrich n'avait pas pour habitude d'arriver en retard et les Tchèques hésitèrent donc à abandonner la mission. Il était environ 10h30 quand Walczak lança le signal à l'aide du miroir. L'élégante Mercedes était en vue et le chauffeur ralentissait. Gabčík sortit le Sten caché sous son imperméable et pressa la détente mais rien ne se passa. Son arme s'était enrayée. Étonné, Heydrich commit alors une erreur qui lui sera fatale. Il ordonna à son chauffeur d'arrêter la voiture et se leva pour tirer, tentant ainsi d'abattre Gabčík qui s'enfuyait. Kubis s'approcha en courant et lança une grenade qui explosa sous le passage de roue arrière droit. L'explosion envoya une pluie de débris sur Heydrich et brisa les vitres d'un tramway à proximité. Kubis fut également blessé lors de l'explosion et saignait abondamment. Il put néanmoins monter sur son vélo et s'enfuir. Walczak et Opalka s'échappèrent sans encombre au contraire de Gabčík qui échoua à rejoindre son vélo. Aucune des balles tirées par Heydrich ne l'atteignit. Pensant que le Reich Protector était sorti indemne de l'explosion, son chauffeur poursuivit brièvement Kubis mais il fit l'erreur de frapper le chargeur de son pistolet qui se vida sans qu'il n'ait eu le temps de tirer. C'est grâce à cette erreur que Kubis eut le temps de s'échapper. Gabčík se débarrassa de son pistolet et traversa les voies de tram avant de se protéger derrière une voiture. Apparemment insensible à ses blessures, Heydrich continuait à tirer sur son agresseur. Il s'effondra après quelques secondes, du sang jaillissant de son flanc. Heydrich se releva en titubant, fit quelques pas puis finit par s'effondrer sur le capot de la Mercedes. Son chauffeur, qui était d'une carrure imposante, poursuivit Gabčík jusque dans une rue latérale où se trouvait l'échoppe d'un boucher partisan des nazis. Gabčík pénétra dans la boutique et fut immédiatement confronté à son propriétaire qui s'écria « Il est ici, venez vite ». Quand le chauffeur entra dans la boutique à son tour, Gabčík le blessa aux deux jambes ce qui lui permit de s'échapper. Le boucher refusa de poursuivre le fugitif par peur de se faire tuer. Une foule commença à se rassembler et regardait le Reich Protector se tordre de douleur sur la route. Une femme demanda finalement du secours et un policier en civil arrêta une fourgonnette qui passait. Son chauffeur refusant d'être impliqué, on intercepta une seconde camionnette. On aida Heydrich à entrer dans le véhicule, même s'il était évident que le trajet pourtant court jusqu'à l'hôpital, serait extrêmement difficile. Heydrich arriva à l'hôpital juste après 11 heures. Un médecin tchèque ainsi que deux de ses confrères furent les premiers à lui apporter une assistance médicale. Heydrich refusa une piqûre de morphine et exigea un médecin allemand. Un des médecins écrira dans son rapport « J'ai essayé à l'aide d'une pince et de quelques écouvillons d'estimer la profondeur de la blessure. J'ai constaté la présence de pneumothorax, d'une contusion au poumon et d'un éclat métallique d'une épaisseur de 3 cm qui a aussi transporté des morceaux de rembourrage du siège à travers le diaphragme et jusque dans l'abdomen, causant des dommages à la rate et au pancréas. Des examens supplémentaires démontrèrent que le diaphragme de Heydrich était rompu.
Des fragments de rembourrage en crin de cheval issus du siège de la voiture étaient encastrés dans la blessure. C'est un médecin allemand, le docteur Holbaum, qui l'opéra retirant la rate et l'extrémité écrasée de la 11e côte et suturant le diaphragme. Le pronostic initial du Reichsprotektor était optimiste. Himmler appelait l'hôpital toutes les heures pour qu'on l'informe de l'état de santé d'Heydrich. Les risques d'infection étaient importants et une septicémie pouvait sérieusement entraver sa guérison. Heydrich fut pris de fièvre au cours de la longue opération qu'il subit et de grandes quantités de liquide suppuraires de sa plaie pendant plusieurs jours. Au matin du 2 juin, la fièvre était tombée et les écoulements ralentissaient. Alors qu'on semblait se diriger vers une probable guérison, tout bascula le 3 juin. Vers midi, Heydrich s'assit sur son lit pour déguster un petit déjeuner tardif et tomba soudainement en état de choc puis dans un coma profond. À 4h30 le lendemain matin, il était déclaré mort. Heydrich décéda des suites d'une septicémie très certainement provoquée par les nombreux débris incrustés dans sa plaie et son corps. On pense plus particulièrement au crin de cheval qui composait le rembourrage des sièges de la Mercedes. Une théorie infondée suggère que la grenade lancée par Kubis contenait une forme de poison. Aucune preuve n'a cependant jamais étayé cette théorie. Adolf Hitler fut pris d'une rage folle quand la nouvelle de la mort d'Heydrich atteignit Berlin. Il exigea le massacre de 10 000 Tchèques. 100 prisonniers furent donc exécutés la nuit même de l'attaque sur ordre d'Himmler. Une action concertée entre la SS et la Gestapo pour mettre la main sur les assassins naquit de ce chaos. Karl Hermann Frank, un nazi sudette et adjoint d'Heydrich, mit en place une campagne de terreur sélective que mena le SS Kurt Daluguet. Une récompense s'élevant à 10 millions de couronnes fut offerte pour toute information concernant la localisation des assassins. L'avertissement émis était à la hauteur de la récompense. Tous ceux qui aideraient les fugitifs seraient exécutés ainsi que leurs familles. Près de 500 peines de mort furent rapidement exécutées. 13 000 Tchèques furent arrêtés pendant l'enquête et 36 000 maisons fouillées. À mesure que les Allemands se rapprochaient, la pression supportée par Gabčík et Kubis s'intensifiait. Ils furent trimballés d'un lieu à un autre avant d'être finalement emmenés en compagnie de 5 autres agents à l'église Saint-Cyril et Méthode dans le centre-ville de Prague. L'un des ministres prénommé Vladimir Petrek avait accepté de les cacher dans la crypte, mais l'un des agents manquait à l'appel, Karel Kurda. Comment cela était-il possible? Pourquoi le reste du groupe n'avait-il aucune nouvelle de Kurda et pourquoi avait-il disparu? En réalité, celui-ci venait de les dénoncer et de les trahir. Il fournit également au SS et la Gestapo les noms des personnes qui avaient aidé les fugitifs. Je reviendrai un peu plus tard et plus en détail sur le rôle du traître Karel Kurda. Fort de toutes ces informations, les agents de la Gestapo se rendirent chez Marie Moravec dont la maison comptait parmi celles dénoncées par Kurda. Informée de l'arrivée imminente des Allemands, Marie Moravec préféra se suicider par le poison au matin du 17 juin. On entraîna de force son fils au QG de la Gestapo où il fut longuement torturé. L'adolescent finit par craquer quand les Allemands lui présentèrent la tête coupée de sa mère flottant dans un aquarium. Il désigna alors l'église où se cachaient les agents tchèques. Cela faisait maintenant 3 semaines que Gabčík et Kubis échappaient aux Allemands. Au matin du 18 juin 1942 vers 4h30, la SS et la Gestapo se rendirent vers l'église pour débusquer les fugitifs. Plusieurs soldats fortement armés commencèrent à la fouiller méticuleusement. Une grenade à main explosa alors qu'ils s'approchaient et des tirs de mitraillettes retentirent. Les 750 soldats SS encerclant l'église ouvrirent le feu. Une bataille de 2 heures s'ensuivit et plusieurs agents dont Kubis et Opalka furent tués ou blessés. Les Allemands crièrent aux Tchèques acculés de se rendre, ce à quoi les fugitifs rétorquèrent « Nous sommes des Tchèques, nous ne nous rendrons jamais ». Les Allemands ordonnèrent à la brigade des pompiers de Prague de faire passer leurs tuyaux dans les trous pour inonder la crypte. Les heures passèrent et alors que les SS se préparaient à noyer les fugitifs, 4 coups de feu retentirent. À court de munitions et sans aucune lueur d'espoir, ceux-ci préférèrent se suicider. On disposa les corps extraits de la crypte sur le trottoir où attendait le traître Kurda. Celui-ci identifia formellement les corps de Valčík et Gabčík. Les effusions de sang et la répression ne cessèrent pas pour autant. Les Allemands continuèrent pendant des semaines les massacres sur le peuple tchèque. 5000 civils furent tués et des milliers d'autres furent déportés vers les camps de concentration.
À ce décompte macabre, il faut également ajouter la destruction totale des villages de Lidice et les Aki. L'éradication totale de Lidice s'était produite un peu avant la capture des agents dans l'église. Le 10 juin, les Allemands détruisirent le village où les 184 hommes âgés de plus de 16 ans qui y habitaient et une partie des femmes furent fusillées. Les autres femmes seront déportées à Ravensbrück, d'où une bonne partie d'entre elles reviendra. Quant aux 105 enfants du village, leur sort est différent. Une dizaine d'entre eux, dont le type physique correspond aux critères nazis de la race aryenne, seront placés dans des familles allemandes pour être rééduqués. Les autres seront d'abord déportés à Lodz, puis envoyés au camp d'extermination de Chelmno où ils périront dans les camions à gaz. Seuls 17 survivront. Les nazis firent ce choix car le village était suspecté d'accueillir des résistants et fut faussement accusé d'avoir contribué à l'opération Anthropoïde. Le 24 juin, alors que la Gestapo venait de trouver à les Aki une radio liée à l'opération, 500 SS encerclèrent le village qu'ils détruisirent. Ils fusillèrent également les 34 adultes qui y habitaient. 11 enfants furent envoyés au camp d'extermination de Chelmno alors que 2 sœurs prénommées Jarmila et Marie furent confiées à des familles allemandes. Au cours de tous ces événements, le corps d'Heydrich avait été ramené à Berlin dans la salle des mosaïques de la nouvelle chancellerie du Reich. On tint des funérailles nationales solennelles où Hitler fit l'éloge du bourreau de Prague. Le Führer déclara à son propos « Il avait un cœur de fer et il était tombé comme un martyr pour la préservation et la protection du Reich ». Une longue procession à travers les rues de la capitale nazie suivit la cérémonie. Le cercueil, posé sur un affût de canon et orné du drapeau nazi, prit ensuite la direction du cimetière des Invalides. La tombe avait été provisoirement couverte d'une balise en bois. Un monument impressionnant conçu par le sculpteur Arno Breker et l'architecte Wilhelm Kreis était prévu à la place. Les contraintes liées à la guerre empêchèrent qu'il ne soit jamais construit. Bien que l'emplacement de sa tombe soit officiellement resté anonyme au fil des années, cela reste un secret de pacotille. En 2019, sa tombe a même été profanée par des inconnus. Comme je vous en avais parlé tout à l'heure, il est temps de revenir sur le traître Karel Kurda. Karel Kurda est né le 10 octobre 1911 en Autriche-Hongrie. Pendant sa période d'entraînement, ses camarades le jugent peu fiable. Il aurait tenu des propos élogieux pour le Troisième Reich sous l'emprise de la boisson. Il s'en serait même ouvert aux responsables de l'espionnage tchécoslovaque qui n'en tiendra finalement pas compte. Karel Kurda trahit les membres du commando ayant mené l'opération Anthropoïde. Il dénonce également d'autres personnes impliquées, notamment la famille Moravec. On ignore encore si la récompense et l'amnistie assortie sont les seules raisons qui ont poussé Kurda à la trahison. En effet, il déclare à la Gestapo qu'il agit ainsi pour faire cesser les massacres d'innocents par les SS. Pour les services de renseignement britanniques, il était possible qu'il soit un agent double, travaillant pour les Allemands. Il est aussi possible qu'il ait agi en partie pour protéger sa mère, chez qui il se cachait depuis les attentats. Il reçoit comme récompense de sa trahison 10 millions de couronnes et une nouvelle identité. Sous son nouveau nom, il épouse une Allemande et devient espion à la solde de la Gestapo. Après la guerre, Kurda est recherché et finalement arrêté à Manettine le 19 mai 1945, alors qu'il tentait de fuir le pays. Lors de son procès, questionné sur les raisons pour lesquelles il avait trahi ses camarades, il répond simplement « Je crois que vous en feriez autant pour 1 million de marks ». Cette somme, ou 10 millions de couronnes tchécoslovaques, était effectivement le montant de la récompense offerte pour toute information permettant d'arrêter les membres du commando qui avaient tué Heydrich. Reconnu coupable de trahison, Karel Kurda est pendu à la prison de Pankratz le 29 avril 1947, en compagnie d'un autre traître, William Guéric. Fallait-il vraiment se débarrasser de Reinhard Heydrich? Son assassinat a-t-il changé le cours de la guerre? La réussite de l'opération Anthropoïde méritait-elle vraiment un aussi grand sacrifice? Comme nombre d'entre vous, je ne saurais répondre à ces différentes questions. Plus de 80 ans ont passé et les historiens en débattent encore.